Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions du Masque, présentent La Dame de Zagreb de Philippe Kerr, interprété par Éric Herson-Macarel. Prologue. Côte d'Azur, 1956. Les loups naissent d'ordinaire avec des yeux bleu foncé qui s'éclaircissent et se délavent petit à petit pour atteindre leur couleur adulte, en général le jaune. Les huskies, en revanche, ont les yeux bleus, et à cause de cela, les gens pensent que ce sont eux aussi des loups aux yeux bleus, ce qui n'est pas le cas à strictement parler. Si jamais vous rencontrez un loup avec les yeux bleus, ce n'est probablement pas un loup de race pure, mais un hybride. Dahlia Dresner possédait les yeux bleus les plus saisissants qu'il m'ait été donné de voir chez une femme, mais je parierais qu'une petite partie d'elle était un loup. Dresner avait été une vedette du cinéma allemand dans les années 30 et 40, époque où nous avions eu une liaison, quoique brève. Elle doit avoir la quarantaine aujourd'hui, mais même dans un technicolor impitoyable, elle reste d'une époustouflante beauté, surtout ses yeux bleus à rayons X, aux lents battements de paupières, qui donnent l'impression de pouvoir détruire plusieurs immeubles d'un regard désinvolte ou d'un écarquillement de prunelles un peu plus prononcé. Ils ont indéniablement réussi à me transpercer le cœur. Tout comme la douleur des séparations, on n'oublie jamais totalement le visage des femmes qu'on a aimées. A fortiori celui d'une femme que la presse avait surnommée la Garbo allemande. Sans parler de leur manière de faire l'amour. Ça a tendance, Dieu sait pourquoi, à vous rester aussi en mémoire. Ce qui n'est peut-être pas plus mal quand faire l'amour se résume quasiment pour vous à des souvenirs. N'arrête pas, gémissait-elle, les quelques fois où je m'étais efforcé de la satisfaire au lit, comme si j'avais la moindre intention de m'arrêter. J'aurais été ravi de continuer à faire l'amour à Dahlia jusqu'à la fin des temps. Ce fut une surprise de la revoir à l'Éden de la Ciotat, près de Marseille, connue pour être la plus vieille et peut-être la plus petite salle de cinéma du monde. C'est là que les frères Lumière avaient montré leur premier film en 1895. Il se trouve en bord de mer, face à une marina où quantité de bateaux et de yachts de luxe sont ancrés toute l'année, et juste à côté de l'appartement minable où j'habitais depuis mon départ de Berlin. La Ciotat est un ancien village de pêcheurs, ayant bénéficié d'un regain d'activité grâce à un chantier naval important, si l'on peut utiliser un qualificatif comme important à propos de la marine française. Il y a une jolie plage et plusieurs hôtels, dont un où je travaille. J'allumai une cigarette et regardai le film, tout en essayant de me rappeler les circonstances qui avaient conduit à notre première rencontre. Quand était-ce, au juste? En 1942? En 1943? En fait, je n'avais jamais trouvé que Dahlia ressemblait tellement à Garbo. Pour moi, l'actrice dont elle se rapprochait le plus était Lorraine Bacall. L'idée de la Garbo allemande venait de Joseph Goebbels. Il m'avait confié que la solitaire suédoise était une des actrices préférées du Führer, et le roman de Marguerite Gauthier, un de ses films favoris. On a du mal à imaginer que Hitler ait eu un film favori, surtout un film aussi sentimental que le roman de Marguerite Gauthier. Mais Goebbels prétendait que chaque fois que le Führer le voyait, il avait les larmes aux yeux et rayonnait ensuite pendant des heures. Pour Goebbels, je ne doute pas que relancer Dahlia comme une réponse du cinéma allemand à Greta Garbo ait été également un moyen de gagner les faveurs de Hitler, et de Dahlia elle-même, bien entendu. Goebbels était sans cesse à faire du plat à une actrice ou une autre. Non que je puisse lui reprocher d'avoir tenté sa chance avec Dahlia Dresner. Des tas d'hommes en faisaient autant. Elle avait passé une grande partie de sa vie en Suisse, mais elle était née à Pula, en Istrie, ville qui, après 1918 et la dissolution de l'Autriche-Hongrie, avait été cédée à l'Italie. Mais la péninsule avait toujours fait partie intégrante de la Yougoslavie. Du reste, tous les ancêtres de Dahlia étaient croates, et pour échapper à l'italianisation forcée et à la répression culturelle pratiquée par les fascistes de Mussolini,
On l'avait emmenée vivre à Zagreb dès son plus jeune âge. Elle s'appelait de son vrai nom Sofia Brankovic. Une fois la guerre terminée, elle avait décidé de quitter son domicile près de Zurich et de retourner à Zagreb pour voir ce qu'il restait de sa famille, si tant est qu'il en restât. En 1947, elle avait été arrêtée par les autorités yougoslaves qui la soupçonnaient d'avoir collaboré avec les nazis durant le conflit, mais Tito, dont on racontait qu'il s'était entiché d'elle, intervint personnellement et la fit libérer. Rentrée en Allemagne, elle tenta de relancer sa carrière, mais les circonstances freinèrent son retour sur les écrans. Heureusement pour elle, on lui proposa du travail en Italie, et elle apparut dans plusieurs films qui reçurent un accueil favorable. Lorsque Cécile B. DeMille chercha des acteurs pour Samson et Dalila, en 1949, il songea d'abord à Dalia Dresner, avant d'opter pour la plus politiquement correcte Eddie Lamar. Eddie était excellente, assurément très belle, mais je crois fermement que Dalia aurait été plus convaincante. Eddie joua le rôle à la façon d'une écolière de 35 ans. Dalia l'aurait joué comme dans la réalité. Comme une séductrice au cerveau non moins développé que les muscles de Samson. En 1955, elle travaillait de nouveau pour le cinéma allemand, lorsqu'elle remporta la Coupe Volpi de la meilleure actrice au Festival de Venise pour un film intitulé « Le général du diable » où elle donnait la réplique à Kurt Jürgens. Mais ce furent les Anglais qui lui offrirent ses plus grands rôles, et notamment British Lion Films, qu'il employa dans 2 films aux côtés de Dirk Bogarde. Je trouvais tous ces renseignements dans le programme que j'achetais au minuscule foyer de l'Éden avant le commencement de la séance, histoire de me mettre à jour sur les détails de la vie de Dalia. Encore que moins intéressante que la mienne, elle paraissait aussi, et pour la même raison, beaucoup plus amusante. Le film dans lequel je la contemplais à cet instant était une comédie avec Rex Harrison, intitulée en français « Un mari presque fidèle ». C'était bizarre. Bizarre d'entendre une voix qui n'était pas la sienne et parlant français par-dessus le marché. L'allemand de Dalia avait toujours été pétri de miel et de cigarettes. Le film tenait peut-être la route en anglais, mais pas en français. Et cela n'avait aucun rapport, à mon avis, avec le fait qu'il était doublé, ou que j'avais une boule dans la gorge, rien que de la revoir. Non, il s'agissait tout simplement d'un navet, et peu à peu, mes yeux se fermant dans la chaude obscurité de la Côte d'Azur, il me sembla qu'on était à l'été 1942.